de continuer trop loin dans cette présentation, il faut nous arrêter à un point essentiel. En guise d'introduction, posons-nous une première question. Qu'est-ce qui est à l'origine de la plupart des complications, à la fois pour le salarié, mais également pour l'entreprise dans laquelle il travaille? Si on effectuait ce qu'on appelle un brainstorming, on retrouvera très certainement une multitude de réponses. Stress, problèmes hiérarchiques, burn-out, mauvaise entente, surmenage, un ensemble d'éléments correspondant à ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Mais quelle est la cause des risques psychosociaux? Les risques psychosociaux ne sont que les symptômes d'une problématique plus générale, à savoir le conflit. Nous entendons ici le conflit dans son sens le plus large, encore une fois comme nous avons précédemment qualifié le pouvoir. Le conflit en tant qu'opposition de deux forces qui entrent en compétition, du fait qu'elles opèrent leur pouvoir sur le même objet. Le pouvoir et le conflit sont deux composantes liées de façon très étroite, car il est conflit où deux pouvoirs se rencontrent. Le conflit est au cœur de la problématique qui lie le bien-être au pouvoir. Mais attention, le conflit n'est pas exclusivement synonyme d'hostilité, ou du moins il n'est pas nécessairement néfaste. Voyez-vous, l'on peut différencier deux types de conflits, le conflit positif et le conflit négatif. Les conflits positifs, ce sont ceux qui permettent de prendre conscience de l'existence de l'autre et de développer notre système de pensée. Le conflit socio-cognitif évoqué par Vygotsky au début du XXe siècle correspond à ce qu'on peut appeler un conflit positif. En ce sens, la confrontation d'au moins deux points de vue concernant un problème génère l'élaboration d'une solution plus adéquate au problème et une restructuration cognitive. Dans ce cas, le social est moteur et de fait, le conflit socio-cognitif s'inscrit dans le courant du socio-constructivisme. Il est un élément positif au sein de tout groupe, tant et aussi longtemps que les conflits et les tensions qui émergent sont résolus, et que le groupe se sert de ce qu'il apprend pour améliorer son travail. En situation de travail, lorsqu'un conflit émerge au sein de l'équipe, effective ou formelle, et à chaque fois que l'exécution d'une tâche entraîne l'intervention coordonnée des membres de l'équipe, il est probable qu'un incident surgisse, une panne d'une machine par exemple, et dès lors que la divergence de point de vue suppose la prise en compte d'un nombre de facteurs plus important lors de la recherche de solutions visant à faire face à l'incident, le conflit est dit positif car il permet d'éviter les erreurs qu'aurait pu commettre un opérateur seul. De la même façon, le conflit se veut créatif. En effet, lorsque les opérateurs sont assignés à une tâche qui nécessite une grande réflexion, conceptualiser les plans d'un pont par exemple, il est évident que la confrontation de points de vue est foncièrement néfaste. Vraisemblablement, il est très compliqué pour un seul homme de prendre en compte toutes les variables qu'il est indispensable de contrôler dans l'élaboration du concept. Les conflits positifs renvoient à la notion d'adéquation et de création. L'adéquation des réseaux de communication dans le groupe au modèle de la tâche, voir Flamand en 1965, l'adéquation de la structure du groupe à la nature de la tâche, Faucheux et Moscovici en 1960, l'adéquation de la structure sociale du groupe à la nature de la tâche, Poitou et Flamand en 1967, l'adéquation des représentations du groupe à l'égard de la tâche selon la nature de la tâche, Abric en 1971. Cette liste non exhaustive d'adéquation représente un nombre X de conflits positifs nécessaires afin d'éviter un décalage trop important entre la tâche prescrite à l'équipe et la tâche effective, donc ce qui est demandé et ce qui est effectivement réalisé. D'autre part, quand bien même les forces ne sont pas équivalentes ou et de nature différente, le conflit qui en résulte restera positif tant que les acteurs sociaux ou objets sociaux, générateurs de pouvoir, respectent le pouvoir que l'autre entretient avec l'objet qu'ils ont en commun, vers lequel est dirigé le pouvoir. Autrement dit, il doit être un respect réciproque des acteurs quant à la relation que l'autre entretient avec l'objet que les deux acteurs partagent dans leur réalité sociale. Mais de façon plus générale, cette opposition des deux forces, de deux pouvoirs, est nécessaire afin de respecter un équilibre dans une relation, dans une structure, dans une organisation. Le conflit positif est en ce sens une composante nécessairement indispensable afin de permettre à l'interaction de produire un objet et d'assurer la stabilité de ce dernier et des acteurs qui ont participé à sa conception. Dans le cas d'une interaction sociale, donc humaine, le respect du pouvoir de l'autre
sur l'objet génère du bien-être en opposition au sentiment de menace qui se déclenche lorsqu'une autre source de pouvoir remet en cause notre propre pouvoir ou notre liberté. La vie résulte d'un conflit, d'une relation étroite et harmonique entre les conditions extérieures et la constitution préétablie de l'organisme. Ceci introduit dès lors ce qu'on entend lorsque l'on parle de conflit négatif. De façon très globale, encore une fois, le conflit est appelé négatif par sa nocivité pour l'un des acteurs qui agit sur l'objet ou pour l'objet en lui-même. Dans le cadre du travail, nous parlerons de nocivité pour le salarié car il est susceptible d'être sujet à un quelconque risque psychosocial et pour l'objet de l'entreprise car la dégradation de l'objet suppose une perte de productivité et de rendement. Le conflit négatif, qui est social, s'obtient par la réaction d'un ou plusieurs individus à l'égard d'une entité sociale susceptible de porter atteinte à l'identité de ces derniers. En ce sens, la remise en cause de l'un de ces 4 besoins fondamentaux, à savoir le besoin de reconnaissance, le besoin de singularisation, le besoin de valorisation et le besoin de permanence, génère la mise en œuvre de moyens cognitifs et comportementaux permettant de restaurer une image visible, distincte, positive et stable. Car selon Maslow, le bien-être de l'individu dépend de ces 4 besoins. Autrement dit, l'atteinte à l'un de ces besoins est perçue comme une menace identitaire éventuelle. Et a fortiori, la remise en cause du pouvoir de l'autre entraîne nécessairement la remise en cause d'un de ces 4 besoins, étant donné que c'est ce qui nous permet d'assouvir ces besoins. Dès lors, le conflit est le résultat des moyens cognitifs et comportementaux mis en place à l'égard de l'acteur social induisant la menace. Pour résumer, si une entité sociale menace l'identité de l'individu, sa relation à l'objet ou encore la satisfaction d'un de ces 4 besoins, son bien-être est mis à mal. Il est également utile de préciser dans cette perspective, comme nous avons pu l'évoquer précédemment, que le conflit est un indicateur de risques psychosociaux éventuels. Comme on dit communément, il n'y a pas de fumée sans feu. Ainsi, théoriquement, plus notre pouvoir est grand, plus il est possible d'assouvir ses besoins et de remettre en cause ceux des autres, voire la définition que nous donnons du pouvoir en introduction. Ainsi, nous pouvons dès lors nous interroger sur la polarité du pouvoir. Y a-t-il une façon d'exercer le pouvoir qui se différencie d'une autre ? Une façon d'exercer le pouvoir qui génère des conflits négatifs et une autre qui offre la possibilité de respecter l'équilibre entre les différents acteurs et opérateurs au sein de l'organisation, conséquence de conflits positifs ? Les autres vidéos proposeront de faire la distinction. Vous pouvez garder en tête cette définition dichotomique qui vous permettra de comprendre davantage les parties suivantes.